Cet épisode a une distance de 14 km à un pace de 6 minutes 25. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait vraiment partie de l'actualité, puis même dans mon quotidien, sur la chaise à tatou, j'ai plusieurs de mes clientes qui m'en parlent. On va parler de ménopause, on va parler d'hormones, puis pour le faire, on a mon vulgarisateur préféré, Dr. Kin. Bonne écoute! Salut Coach Bill. Salut Coach Isa. T'as-tu couru cette semaine? Oui. Puis, check bien ça. J'ai fait une course utilitaire qui a fini par pas naître une. Ah. Parce que, tu sais, qu'une gang vous dit, hey, on va à crème glacée, puis tout. J'ai comme, hey, moi, je vais y aller à la course. Fait que je suis parti à la course jusqu'à la crème glacée, mais finalement, tu sais, c'était comme une pas pire longue, là, finalement. J'avais envie de faire une longue distance. Quand je suis arrivé là-bas, qu'il me restait encore tout le retour à faire, je vais être comme, j'ai fuck all le goût de manger de la crème glacée. Je serais pas bien, puis tout. J'ai comme, ben non. Fait que tu sais, sur le retour, je me suis dit, pourquoi j'étais là, finalement, j'aurais juste pu faire une boucle n'importe où. Mais c'était quand même sympathique. Tu sais, c'était cool. Mission. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça me donnait un objectif, un point à aller. Puis c'était quand même cool de. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une longue distance comme ça. Puis ça me dérange un peu, j'avais hâte. Fait que d'avoir une pause au centre comme ça, puis de repartir pour vrai, ouais, c'était satisfaisant. Ouais. Toi, tu courais cette semaine? Oui, j'allais courir, puis j'avais au programme de faire une longue. Finalement, j'ai fait une plus courte que mes courtes habituelles parce que physiquement, ça fonctionnait pas. Puis là, tu sais bien, on se tape sa tête. J'ai eu envie de me taper sa tête, mais puis finalement, après, j'ai pris un bain froid. Puis ça faisait longtemps qu'une course m'avait pas fait autant de bien. Imagine, hein? Ouais. Fait que j'étais déçue, puis je me disais, ah mon Dieu, je suis pas en forme, qu'est-ce que j'ai les jambes lourdes, tout ça, mais l'état dans lequel j'étais après, c'était encore mieux que ma dernière longue ou mon dernier entraînement qui était comme prévu puis que j'ai réussi. Fait que c'était vraiment satisfaisant. C'est l'entraînement que tu avais besoin cette journée-là. C'était ça, là. Je me suis écoutée puis j'ai bien fait. J'étais bien après. C'est cool, hein? Tu sais, t'aurais pu dire, off, je serais pas capable de faire ce que t'avais en tête, fait que j'irais pas pantoute, puis t'aurais passé à cause de ça, là. Non, mais je le sentais pas. OK, c'est pendant J'y croyais pour vrai, là, que OK. je m'en allais pour une longue puis ça irait bien. Puis, vois-tu, c'est en cours de route, ça fonctionnait pas. Puis, je suis contente parce que j'aurais probablement pu persévérer puis la faire quand même ou d'en faire... Tu sais, mettons que j'avais 10 km de prévu puis j'avais l'énergie pour en faire 3. J'aurais pu en faire 6, mais je pense pas que j'aurais été aussi bien après ma course. Imagine. Ouais. Ben, bravo. Merci. Fier de toi. Dans ma petite tournée des réseaux, 2-3 petites choses que je vais vous parler. Il y en a une, ça, bon, sketchy, normal, là, mais la pire de mes courses bat la meilleure de mes excuses. Ouais. Et meilleure que... c'est ça. Excuse, la pire de mes courses est encore meilleure que toute la meilleure excuse que j'aurais pu trouver. L'autre qui m'a fait sourire, je sais pas si tu connais... Ben oui, c'est sûr. Tu connais la marque What the Fuck qui font des chandails un peu drôles, là? Non. Non, c'est une compagnie québécoise. C'est What, O-U-A-T-E, de Ah, fuck, ok, oui, fuck oui. comme Ah, oui, animal. Là. excuse. C'est Oui. ça. Ben oui, j'ai un chandail de ça. Bon, Marche tu vois. Puis, ils font un paquet. Moi, j'en ai un, moi. C'est Swimming Pool, là, avec une image de poule dessus, que je trouve très drôle. Fait qu'ils ont plein de gilets avec des jeux de mots comme ça. Puis là, ils ont sorti quelque chose, c'est The Devil Wears Strava. Au lieu de le diable s'habille en Prada, c'est le diable s'habille en Strava. Puis c'est un soulier de course avec un genre talon haut qui est une fourche du diable. Puis même dans les sous-titres, ils ont appelé ça Meryl Streep. C'est Meryl Streep, l'actrice, mais là, comme les souliers Meryl. Je trouve ça drôle. C'est un beau clin d'œil à la course. Le dernier que je veux te partager, puis là, je vais le nommer, là, mais tu sais, c'est pas tant cette marque-là que je veux cibler parce que la personne qui fait la publication parle des céréales, les céréales vecteurs qui sont supposées des céréales comme protéinées, puis santé, puis etc. Puis lui dit, c'est sûrement la plus belle arnaque marketing déjeuner au Canada. Ils ont sorti ça comme étant un substitut de repas pour personnes actives, une image d'athlète, look performance, etc. Puis finalement, tu sais, c'est écrit comme 20 grammes de protéines sur la boîte. Puis le gars, il dit, quand tu décortiques, là, il y a, pour avoir les 20 grammes de protéines, il y en a une grosse portion, finalement, qui vient du lait. Ben non, OK, c'est avec le oui, lait. avec le lait. Oui. Fait qu'au final, tu sais, les protéines,
ces protéines-là, une bonne proportion, tu vas les avoir dans toutes les céréales. Ouais, c'est vraiment une question marketing. Fait que c'est le lait qui fournit le plus clair de la protéine, parce que la céréale tout seul, t'es en bas de 10 grammes, même si tu prends une portion quand même énorme, là, qui est au-delà de la portion recommandée. OK. T'imagines, hein? Puis évidemment, après ça, c'est plus 22 vitamines et minéraux, etc. Puis souvent, c'est ajouté, c'est des vitamines de synthèse qui sont ajoutées en proportion faible, puis qui te donnent pas grand-chose, mais ça lui donne le droit de l'écrire sur la boîte, puis c'est cool. Tu fais comme, c'est attirant, ben ça doit être bon, il y a des vitamines dedans. Ouais, c'est ça. Puis évidemment, après ça, rajoute, je pense qu'il y a 5 ingrédients. Dans la première demi des ingrédients, il y a 5 ingrédients qui sont des sources de sucre différentes. Là, sucre, sirop de maltose, glucose, etc. C'est pas parce qu'il y a des protéines qu'il n'y a pas de sucre. Non, c'est ça l'affaire. T'en plein ça. Puis j'aime la conclusion. Il dit, si t'as plus de 40 ans, tu te demandes pourquoi tu prends du poids en mangeant santé le matin, ben c'est ça. Check dans ton armoire. Puis c'est pas de ta faute. Puis c'est pas de la faute de ta mère qui en achetait. C'est de la faute d'un système qui a encore le droit d'écrire santé sur n'importe quoi, tant que tu respectes une couple de petits critères administratifs. Fait que faites attention, dans le fond, aux libellés qui sont sur ce que vous achetez. Puis, tu sais, c'est vrai sur certains articles de sport aussi, sur tout dans la vie, mais dans l'alimentation, je pense que c'est manifeste, c'est largement répandu, puis faut être vraiment prudent parce que les gens qui font le marketing sont excessivement créatifs pour venir nous capter, nous piéger, puis ça va vite, la vie, là. Tu sais, tu fais l'épicerie, tu regardes ça, tu dis... T'as 12 choix, il y en a un qui est écrit santé puis qu'il y a une photo d'athlète dessus. T'as plus le goût de prendre ça que tu regardes l'autre que c'est plein de couleurs puis qu'il y a une mascotte dessus. Naturellement, ton cerveau va faire, ben c'est sûr que lui, c'est mieux. Pas nécessairement. L'épisode d'aujourd'hui est toujours propulsé par Altitude Sport. Oublie pas que si tu as besoin de ton stock de courses, tu vas sur altitudesport.com. Tu commandes si tu habites sur l'île de Montréal, la livraison est le jour même. Sinon, c'est le lendemain. C'est super simple de retourner si c'est pas la bonne grandeur, si ça fait pas, ou si finalement tu as changé sur la couleur. Ça prend juste un code QR. Puis on a pour vous, évidemment, le code promo Entre deux courses 2026 qui va vous donner jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. On va mettre les détails dans les notes de l'épisode. Salut Maxime! Hey, salut vous autres, ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. J'ai la question la plus importante pour toi. T'as-tu couru cette semaine? Ben non, ça fut du vélo cette semaine. Pas de course. Parfait, ça compte. T'as bougé, c'est ça qui compte. Ah, tout le temps, ça, tout le temps. Fait que là, Maxime, on est allé sur ton site, t'as écrit un article sur la ménopause, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que t'amènes un peu l'explication de pourquoi ça existe, cette petite histoire-là, parce qu'on va se le dire, c'est une hostie d'histoire. J'en Qui est pas entends. clair pour personne. Ouais, c'est ça, que c'est plus ou moins clair, puis qui amène beaucoup de conséquences dans la santé des femmes. Tu me corrigeras, il y a juste les femmes qui vivent la ménopause. On dirait tout le temps que des fois, il y a d'autres informations. Non, c'est l'andropause pour les hommes, c'est ça, c'est l'andropause. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, j'aimerais ça que tu nous résumes un peu pourquoi qu'on a ça, hein? Je vais faire une crise de bacon. La vie est trop injuste, pourquoi? C'est ça. Ben moi, ça fait un petit bout que je me posais cette question-là, parce que les choses arrivent toujours pour une raison, surtout en biologie. C'est toujours des fonctions évolutives qui font en sorte qu'on conserve quelque chose, qu'on démontre une caractéristique ou des comportements. C'est parce que ça procure des bénéfices, généralement. Puis moi, je m'étais posé la question il y a quelques années de ça. Est-ce que l'humain, c'est lui qui a l'apanage de la ménopause? Est-ce qu'il y a juste nous qui ont ça? Puis il y a plusieurs années, j'avais rien trouvé. Puis dernièrement, je suis retombé sur des articles puis qui, justement, regardaient ça à travers les espèces. Okay. Donc, à travers les mammifères. Puis on n'est pas les seuls. Il y a d'autres espèces qui ont ça, mais c'est super rare. OK. Donc, c'est comme... C'est presque si tu regardes ça en termes d'évolution, on dirait que c'est comme un privilège d'avoir une longue vie après la période reproductive. Vous voyez ça comme ça, Coach Isa? Un privilège? Ouais, c'est ça. On dirait que ça sonne faux. Ben écoute, ça va peut-être nous réconcilier avec la fameuse ménopause. C'est quoi les autres espèces? Ben tu vois, il y a les épaulards, les orques, il y a plusieurs baleines là-dedans qui ont ça. Possiblement, on retrouve ça chez certaines espèces de chimpanzés. Mais ce qui semble ressembler le plus à la ménopause chez l'humain, c'est ce que les épaulards, donc les orques, ont. Puis on observe aussi des comportements similaires là, par rapport à ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de presque unique
dans le règne animal d'avoir ça. Donc, une longue période de vie après la période reproductive là, chez la femme ou chez la femelle, là, selon les espèces. Parce que c'est ça, faut le préciser. L'objectif, avant d'être ménopausé, c'est d'être capable de se reproduire. Donc, tous les autres mammifères peuvent se reproduire jusqu'à leur mort, dans le fond. Ben, il y en a beaucoup, c'est ça, là. Tu sais, la période de vie après, normalement, tu vas mourir de vieillesse et t'as encore tes fonctions reproductives. Ah, ouais. Donc, okay. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a plusieurs chercheurs qui se sont posé la question, ben, comment ça se fait qu'on a ça? Tu sais, si c'est là, encore une fois, d'une perspective évolutive, là, ben, ça sert à quelque chose. Sinon, on l'aurait pas maintenu. Tu sais, si c'était nuisible pour l'espèce humaine, ben ça n'aurait pas perduré. C'est pas un trait, c'est pas une caractéristique qui se serait propagée là, à travers les années puis notre évolution. On l'aurait perdu. Tu sais, si on regarde, par exemple, un exemple de ça, ben, tu sais, le poil. Et nos lointains ancêtres étaient probablement couverts de poils à grandeur. Ben, c'était plus utile. On l'a perdu, ça. Ouais. Pour la plupart des gens, là. Mais, moi, j'ai perdu sa tête beaucoup, là. C'est ça. Fait que, parce que ça avait perdu son utilité en termes d'évolution. Fait qu'on a perdu cette caractéristique-là. Mais la ménopause, ben, ça semble être apparu. Fait que pourquoi c'est là? Puis il y a plusieurs théories qui essayent d'expliquer ça, mais c'est assez difficile. T'sais, on peut pas avoir une réponse définitive, là. Ben, c'est à cause de ça. C'est probablement un mix de quelque chose. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a un lien avec la reproduction puis des bénéfices. T'sais, il faut que ça procure certains bénéfices pour qu'on l'ait conservé ou que ça soit le symptôme de quelque chose qui est intéressant pour l'espèce. Donc, fait que là, c'était quoi je sais que j'étais en lisant ton article, il y a deux théories. Puis qui est en deux grandes familles de théories. Ouais. OK, il y a plus fait qu'il y a plus que deux théories. OK. Ouais. Ah, c'est pas simple. Puis dans le fond, tu sais ce que j'ai compris, c'est ça, c'est qu'on continue de vivre longtemps après la ménopause, mais tu sais puis là on dit c'est apparu, mais ça peut-tu être juste parce qu'on est rendu qu'on meurt trop vieux, qu'on serait juste supposé de mourir quand on a la ménopause? Ben c'est ça, c'est que une des théories qui est parce que notre environnement est rendu plus favorable à ce qu'on vive vieux, là on peut observer l'arrêt des fonctions reproductives parce qu'il y a 700 ans, l'espérance de vie était moins grande, donc les femmes vivaient moins vieilles et potentiellement on l'observait pas. Puis là, on se dit, à cause de l'évolution des normes d'hygiène, de système de santé, etc., le tissu social, ça nous permet de vivre plus vieux. Donc là, on pourrait observer davantage ce phénomène-là qui aurait toujours existé, mais qu'on n'observait pas parce qu'on vivait pas assez vieux. Ça, c'est une théorie qui, c'est pas fou. Tu sais, ça se peut que ça soit un peu notre environnement qui fait en sorte que on peut se rendre là puis qu'on voit ça. Il y a d'autres théories qui sont plus liées justement à la reproduction puis à un effet bénéfique pour l'espèce. Par exemple, si dans un groupe d'épaulards, les femelles plus âgées ne peuvent plus se reproduire, elles sont plus intéressantes pour les mâles. Donc, il n'y a pas de compétition entre les femelles plus vieilles et plus jeunes pour la reproduction. Il y a également, comme elles ne peuvent plus avoir de bébés, il n'y a pas de compétition entre les nouveau-nés pour les ressources. S'il n'y a pas beaucoup de bouffe disponible, puis il y a beaucoup de femelles qui peuvent avoir des enfants, il y a des enfants, il y a des bébés qui vont mourir de faim. Donc, tu sais, ça diminue un petit peu cette compétition-là au sein de l'espèce, au sein d'un regroupement. Puis il y a aussi d'autres théories qui sont un peu plus, qui supposent quelque chose d'un peu plus évolué, c'est-à-dire que la transmission des savoirs par les doyennes favorise la survie des plus jeunes puis aide les plus jeunes. Donc il y a un bénéfice santé à ça par la transmission de savoir. Puis mettons là qu'on s'invente une propre théorie, là, mais tu sais, je comprends que ça doit être une multitude de choses qui fait en sorte que la ménopause est pertinente là, pour l'espèce, mais tu sais, nos enfants, ça leur prend 18 ans avant d'être majeurs, avant d'être matures, puis encore là, tu sais, ça puis va à... Ouais, c'est ça, tu sais, on devient un peu mature
Parti c'est bout. pas pour qui, là, mais il y en a que c'est 25, il y en a que c'est 30 ans. Fait que, tu sais, on peut-tu aussi se dire que de produire, de créer un enfant, ça prend beaucoup de ressources, puis qu'on a, comme être humain, un nombre de ressources limité, puis que si tu continues à produire, ben, tu vas dire toi-même, tu vas sécher, tu vas mourir, là. Tu pourras pas éduquer tes enfants, finalement. Ben oui, exactement. Ça fait partie un peu de la transmission du savoir. Tu sais, s'il y a beaucoup de chevauchement dans les générations, parce que là, tu sais, tes enfants peuvent avoir des enfants qui peuvent avoir des enfants, ben justement, cet intérêt-là pour t'en occuper puis contribuer, t'assurer que la job est bien faite dès le début, puis qu'on est capable de les amener dans une situation évolutive favorable, ben effectivement, ça peut prendre plus de temps que d'autres espèces qui, eux autres, après 4 mois, la progéniture est autonome. Tu sais. 4 mois. T'imagines-tu? 4 mois, ouais. Yeah! Bye! T'as pas un long moment de cocooning? Non! mais tu vois, ces espèces-là, leur durée de vie n'est pas très longue non plus. C'est ça. Fait en termes de proportion, 4 mois, c'est peut-être plus long pour eux autres que pour nous autres. Une petite pause, excuse. Fait que, Ils viennent d'avoir un appel qu'elle peut pas manquer. OK. bon, c'est correct. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'il y a bien des théories. Ah ben c'est ça, tu dis 4 mois, on se faisait le parallèle au micro tantôt, en disant écoute, maintenant, on voit des girafes, là. La maman girafe accouche, puis ça prend 18 secondes, puis le petit bébé girafe, il est debout, puis il marche au bout de ses grands cannes. Tu dis, OK, moi, mon enfant, ça a pris 2 ans avant qu'il fasse une coupe de pas, puis que je m'émerveille sur fait 3 pas, puis il tombe à peine face à terre. Là, tu sais. Ouais, on n'a pas la même trajectoire d'évolution ou de développement, mettons, plutôt. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, quand tu regardes, mettons, une souris qui a une espérance de vie, je sais pas, de 4 ans, ben 4 mois, c'est longtemps sur 4 ans. Là. C'est sûr. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, 4 mois sur 4 ans, comme tout est proportionnel, mais on aurait pu s'attendre à ce que la ménopause, ce soit ça aussi, puis que, on parlait de l'espérance de vie tantôt, les femmes qui mourraient à 40 ans, mettons, ben, ils auraient pu être en ménopause à 28. Puis que là, aujourd'hui, cette barrière-là est repoussée, mais c'est juste qu'elle n'était pas observée parce qu'on se rendait pas assez loin. Fait que c'est pas la même chose. Là. Exact. Fait que tu sais, c'est ça qui est particulier. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui essayent d'isoler une théorie, une explication, mais c'est probablement multifactoriel. Là. Tu sais, il y a plusieurs éléments. Il y a peut-être des bénéfices qui sont arrivés après. Tu sais, exemple, la transmission de savoir par les doyennes, ben ça se peut que ça soit arrivé après que biologiquement il y a eu une évolution. Tu sais, que ça soit un effet collatéral et non pas quelque chose qui cause. Qui soit la cause première de la ménopause, ça soit la transmission du savoir. Tu sais, c'est plus, ils sont là, ils peuvent plus se reproduire, fait qu'est-ce qu'elles font? Tant qu'à faire, c'est ça. Elles aident, là, elles contribuent. Tant qu'à faire, on a dit ce que je sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah ouais. Puis, est-ce que tu es à l'aise de nous expliquer qu'est-ce qui se passe de façon au niveau biologique quand la ménopause arrive? Oui, ben c'est dans le fond, ça commence avec des perturbations du cycle reproducteur. T'sais, on voit dans ce qu'on appelle la périménopause. Donc, le système commence à avoir un fonctionnement pas aussi régulier, un peu plus aléatoire. C'est comme s'il y avait des parties du système qui commençaient à je veux pas dire moins bien fonctionner, mais disons à faire un phase-out un petit peu, à commencer une transition. Puis finalement, ce qui va arriver, c'est que il y a une cessation des capacités de reproduction. Fait que tout le cycle hormonal qui mène à la fécondité, aux menstruations, etc., il va venir être altéré et éventuellement coupé. Fait que d'habitude, quand ça fait 1 an environ qu'il n'y a pas eu de cycle menstruel, chez la femme plus âgée, ça va être un des signaux qui vont indiquer qu'il y a la ménopause. Fait que c'est un changement d'abord et avant tout hormonal. Il y a également un changement aussi social, psychologique. Donc, il y a cet aspect-là aussi à la ménopause. Puis, je suis toujours un petit peu mal à l'aise de parler de ça parce que, de toute évidence, je ne serai jamais ménopausée. Fait que, je ne veux pas faire de mansplaining. Mais, mon doctorat, c'était avec des femmes ménopausées. Puis, moi, on faisait beaucoup de mesures physiologiques, plein de tests comme ça. Puis, on n'a pas abordé l'aspect psychologique. Mais moi, tout au long que j'ai côtoyé ces dames-là, ce que j'ai remarqué, c'était le changement psychologique aussi qu'il y avait, qui était non négligeable. Il y a un aspect, il y avait une dame à un moment donné qui m'avait expliqué ça, qui avait dit, c'est comme si
l'avantage que j'avais sur les hommes, c'était celui d'être capable de créer la vie. Et là, on me l'enlève. Puis c'est pas moi qui décide quand ça part. Effectivement. Fait que, il y avait ce sentiment-là, là, tu sais, elle, pour reprendre ses mots, elle disait, on dirait que je suis plus une femme. Ouais. Tu sais, je suis pas un homme, mais je suis plus une femme. Fait que, tu sais, se chercher un petit peu, tu sais, il y avait quand même pas mal de ces éléments-là qui ressortaient, là, que, tu sais, c'est une période de transition, ça amène beaucoup de questions, un peu comme à l'adolescence. Tu sais, à l'autre extrême du continuum, quand tu commences à être en mesure de te reproduire, ça amène aussi une série de questions, puis tu sais, ça change un petit peu ta relation avec la vie dans l'ensemble, tu sais. Donc, ça joue. Puis là, ben, on avait l'autre côté, l'autre versant, si tu veux, de la montagne, où est-ce que les choses changent, là, tu sais, que tu ne pourras plus te reproduire, même si tu le veux. Fait que tu sais, c'est une grosse période de transition. Moi, ce que j'aime moins de la ménopause, c'est bon, l'aspect biologique, là, perturbation hormonale. Il y a beaucoup de choses qui le terme est fort un peu que je vais utiliser, mais tu sais, c'est une population, entre guillemets, vulnérable rendue à cet âge-là, parce que justement, c'est une transition. Puis je veux pas dire victime, je veux pas dire affaibli, mais c'est une période de transition, les choses changent, puis il y a beaucoup, entre autres, de marketing qui se fait pour cibler cette tranche d'âge-là, cette population-là. Tu sais, puis moi, en tout cas, ça vient me chercher un peu, tu sais, parce qu'on va dire, ah, ben là, vos hormones, c'est fini. Tu sais, c'est vraiment négatif, la ménopause, là. Tu sais, c'est une mauvaise période, puis on va parler beaucoup, ah ben là, il y a de la prise de poids, c'est inévitable, vous allez engraisser au niveau du ventre, etc. Puis on dirait que les gens vont, je sais pas, tu sais, ça joue beaucoup sur des cordes sensibles, sur des éléments qui peuvent affecter beaucoup les gens. Tu sais, le classique à la ménopause, c'est on parle toujours de prise de poids. Puis si tu regardes le marketing autour de la ménopause, c'est tout pour gérer le poids comme tel. Tu sais, quand tu regardes ça, moi, j'avais sorti des données, hommes, femmes. Ben, les hommes ont tendance, pour la même tranche d'âge, quand tu regardes là, dans la population, à prendre autant, sinon plus de poids que les femmes. Ah ouais. Puis c'est plus une conséquence d'habitude de vie puis sociale, pas à cause des hormones des hommes qui auraient... On parlait de l'andropause tantôt, là. Ben, peut-être, mais tu sais, c'est... Il n'y a pas quelque chose qui est le propre de la femme là-dedans. OK. Tu sais, c'est cette augmentation de poids. Moi, j'ai... Ah, puis il y a plusieurs études qui ont été faites, par exemple, qui regardaient les interventions en perte de poids chez les femmes ménopausées. Ça marche sensiblement à peu près comme chez les femmes plus jeunes qui sont en âge de reproduction. Tu sais. Fait que c'est pas tant ça. Tu sais. Ce qui se passe, puis c'est ça beaucoup que le marketing se joue, c'est qu'il y a une redistribution du gras. Okay. Tu sais, sans nécessairement engraisser, tu vas avoir tendance à stocker un peu plus autour de ton centre de gravité. Donc, un peu plus autour du ventre. Fait que si on observe cette transition-là, ce changement de répartition de masse grasse-là, supposons que tu gardes le même poids pendant ta ménopause, ben tu aurais peut-être un petit peu moins de gras d'un jambe, d'un bras, puis tu en aurais peut-être un petit peu plus qui serait redirigé vers le ventre. Puis on observe aussi un peu plus de gras viscéral. Donc ça, c'est un peu plus problématique. Mm-hmm. Puis ça fait partie du cocktail métabolique où on commence à avoir plus de maladies du cœur associées aux femmes ménopausées que 5 ans avant leur ménopause. Okay. Et c'est souvent ce que j'ai entendu, que sans nécessairement dire que les personnes ont pris du poids, c'est plus difficile d'en perdre si tu veux en perdre. Fait que c'est comme, quand j'avais 25 ans, tu sais, j'avais une semaine puis je perdais mon 5 livres. Là, à cette heure, perdre 5 livres, c'est comme plus difficile. Faut que je fasse plus d'efforts ou que je coupe plus au niveau de l'alimentation. Puis, tu sais, là, dans le fond, je vais en parler. Moi, je suis chimiquement ménopausée parce que je fais de l'endométriose, puis pour arrêter d'avoir des douleurs puis des saignements non désirés, je prends un médicament qui coupe la libération d'hormones. Fait que je suis à 0 côté de l'estrogène puis de la progestérone.
Fait que là, moi, du jour au lendemain, je suis tombée ménopausée. Fait que j'ai pas vécu de périménopause, de préménopause. Puis je me suis ramassée à avoir des bouffées de chaleur, d'avoir des difficultés au niveau du sommeil, de manquer d'énergie. Puis là, tu sais, j'oublie des symptômes là, rapidement comme ça. Mais, tu sais, oui, c'est arrivé du jour au lendemain, mais en même temps, ça a été quand même progressif. C'est au courant de l'année qui ont suivi le début de la prise de ces médicaments-là que c'est arrivé. Puis là, on dirait qu'à un moment donné, tu sais plus, est-ce que c'est parce que j'ai plus d'hormones que je suis fatiguée, donc que je suis fatiguée que je cours moins, donc que je cours moins que, tu sais, que je prends du poids, ou, tu sais, fait que là, qu'est-ce qui est une conséquence réelle des hormones, puis qu'est-ce qui en est pas une? T'as-tu des cues là-dessus? Ben, la redistribution du gras, c'est définitivement une conséquence hormonale. Okay. C'est pas un choix, c'est ça. Le niveau d'énergie, ça, c'est intéressant parce que il y a un beau projet qui avait été fait chez des rats qu'on avait ovarectomisé. Fait qu'on avait provoqué mécaniquement, si tu veux, chirurgicalement la ménopause. Puis ce qu'on remarque, c'est que versus les autres rats qui ont le même âge, mais qui ont leur fonction reproductive, celles qui ont été ménopausées vont faire moins de tours de roue. Dans la cage, elles sont spontanément moins actives. Donc, ça, on tend également à observer ça au sein de la population. Moi, quand je fais des mesures d'activité physique, là, on colle un appareil sur la jambe, puis on mesure tout ce que les gens font là, en termes de déplacement, temps assis, etc. Ben, moi, je remarque plus de temps assis, plus de temps sédentaire chez les femmes ménopausées que chez les femmes plus jeunes. Fait que ça, est-ce que c'est à cause de la ménopause? Ben, si on se base sur les études animales, c'est possible qu'il y ait une partie de cette baisse-là qui soit expliquée par ça, que spontanément, on ait un peu moins d'entrain à bouger. Fait que là, je fais vraiment au sens large, activité physique, là, pas juste s'entraîner, là, mais dans ta journée, ben, les rats ont tendance à être plus sédentaires une fois qu'elles sont ménopausées. Donc, c'est fort probable qu'on ait quelque chose de similaire. Après ça, ben, tu sais, il y a des facteurs, des éléments collatéraux qui vont arriver. Si tu dors mal, c'est beaucoup plus difficile de réguler ton appétit. Fait que tu dors mal à 17 ans ou à 58, il t'a cet effet-là sur ta régulation de l'appétit qui est présent. Fait que, tu sais, si-tu à cause de la ménopause, ben, indirectement, parce que ça te cause des changements au niveau de la circulation sanguine, etc. Donc, les bouffées de chaleur qui apparaissent, ça perturbe ton sommeil. Fait que oui, tu es plus fatigué, tu as tendance à avoir un appétit qui est moins bien régulé, ça se peut que tu manges plus. Puis si tu combines ça avec, ben, tu as moins d'entrain pour bouger. Puis ça, c'est pas une question de volonté, c'est un signal biologique. Tu t'en rendras pas compte, mais tu vas peut-être être assise un petit peu plus qu'avant. Ben, quand tu fais le cumul de tout ça, ben, si t'as pas trop changé tes habitudes alimentaires, ça se peut effectivement que tu prennes du poids parce que ben tes signaux de satiété, c'est un peu plus difficile de les entendre. Fait que tu penses que tu manges pareil, mais tu manges un peu plus. Puis tu bouges un petit peu moins. Parce que c'est pas un 40 livres là, que tu prends en 2 semaines en ménopause. Mais non, c'est ça. Sur plusieurs années. C'est quand même un changement subtil. Pas agréable, mais subtil. Fait que ça peut pas être un changement drastique. T'sais. Fait que ça joue. Puis le lien, par contre, avec l'entraînement, c'est que je parlais que la redistribution du gras, plus de gras viscéral, plus associé à les maladies du cœur chez la femme ménopausée, bien, on remarque que la capacité aérobie, donc le VO2 max, c'est un déterminant important pour bien passer à travers sa ménopause. OK. Puis réduire les comorbidités qui peuvent survenir associées à tous les changements qu'on observe pendant cette période-là. Fait que plus ta capacité aérobie est élevée, mais plus ça a un effet protecteur, puis plus c'est intéressant. Est-ce que tu sous-entends qu'une fois que la ménopause est passée, il y a comme un effet protecteur d'avoir dépassé la ménopause? Si tu es en forme, oui. OK. Si tu n'es pas en forme, tu sais, la pire combinaison là, après la ménopause, c'est être sédentaire, boire de l'alcool, puis avoir une mauvaise capacité aérobie. OK. Fait que ça se prolonge. C'est pas juste la période où les hormones jouent. Non, parce qu'il y a des effets protecteurs aux hormones. L'oestrogène et compagnie vont avoir certains effets protecteurs au niveau des maladies du cœur, que là, tu n'as plus cet avantage-là.
Fait que tu rattrapes, si tu veux, un peu les hommes qui commençaient à mourir plus tôt de problèmes cardiaques. Là. Ben, à la ménopause, c'est si t'es pas en forme, s'il y a quand même une consommation d'alcool, puis s'il y a une accumulation de gras abdominal, ben tu vas sprinter pour rattraper les hommes en termes de mortalité. Là. T'as nommé que c'est pas un manque de motivation, c'est comme oui, t'as un peu moins d'entrain, puis graduellement ça s'installe. Puis je reprends ton exemple, puis toi tu dis ben OK, moi ça m'a été induit boom d'une shot. Fait que t'as pas vécu la transition vraiment longue, mais tu as souvent nommé j'ai pas l'énergie pour faire ce que je faisais. Fait que là, c'est pas juste l'entrain, c'est clairement il y a un manque d'énergie. Oui, parce qu'en fait, la motivation est encore là, l'intérêt est encore là. Puis ça fait c'est parce que ce sera pas possible. Tu sais, ou je finirai pas ma journée, ou le lendemain, c'est comme ben voyons donc, j'en ai pour 3 jours à me remettre d'une sortie de course habituelle avec une journée avec les enfants, puis après ça, d'avoir été souper au restaurant, mettons. Oui, effectivement. C'est ça, les épisodes de fatigue. Puis là, il faut voir, est-ce que c'était parce que tu dormais mal, ces moments-là. Parce que si c'est parce que tu dormais mal, à ce moment-là, ben c'est le manque de sommeil qui a ces effets-là, et pas spécifiquement la ménopause. Ouais. C'est un amène l'autre, mais je comprends. C'est une chaîne. Si moi, je dors pas comme toi, ben je vais avoir peut-être les mêmes effets que toi, alors que je suis pas ménopausé. Fait que c'est ça qu'il faut voir. Fait que la baisse d'énergie, oui, on l'observe. Puis c'est vraiment le système nerveux central, là, ça drive. Fait que c'est pas évident de bien savoir, de bien distinguer si je suis vraiment fatigué ou si c'est mon système nerveux qui est fatigué, qui est pas capable. Exemple, tes réserves d'énergie sont top-notch. Ton système nerveux central, il est brûlé. Ça va se manifester par une contre-performance. Tu as les jambes lourdes et ou tu as zéro motivation, intérêt à faire la tâche. Ça peut prendre différentes formes. Puis, c'est parce que le système nerveux, là, il est pas là. Le système nerveux central, il n'y a pas sa drive pour l'entraînement. Il n'est pas capable de soutenir cette demande-là. Mais tes réserves d'énergie dans le muscle sont top-notch. Il pourrait y aller, puis il pourrait courir ton 5 km à full pin, puis tu auras encore des réserves. Oui. Puis, est-ce que les hormones impactent justement le système nerveux? Ou là, c'est plus le sommeil qui... Bonne question. Probablement. Je pourrais pas répondre là avec certitude. Chose certaine, le sommeil, ça, c'est clair. Les bouffées de chaleur nocturnes qui perturbent le sommeil, c'est probablement le symptôme le plus incapacitant là, qu'on va avoir. Les médecins m'ont fortement recommandé, en fait, pratiquement obligé à prendre des hormones, vu mon âge, à prendre estrogène, progestérone, vitamine D, calcium, parce que c'est connu que la ménopause vient nuire au niveau de la santé osseuse. Aussi, tu as parlé de la santé cardiovasculaire. Les médecins m'ont parlé de ça aussi. Mettons, tu sais, on est coureur. On a beaucoup de coureuses, puis on est dans tranche d'âge préménopause, périménopause, ménopause. Est-ce que faudrait modifier notre entraînement ou si on tombe dans ce piège-là, on va déconditionner puis on va juste comme contribuer à la déchéance? Ouais, tu sais, faut que tu évites un déconditionnement. Oui. Puis ça, c'est relativement... puis il faut faire la distinction entre sommet de performance puis déconditionnement. Tu sais, il y a des gens qui veulent être à un sommet de performance à l'année longue. S'ils sont pas à leur sommet de performance à l'année longue, ils se considèrent déconditionnés. C'est pas ça. Tu sais, d'avoir un niveau de forme minimal, moi, je pense que c'est assez intéressant de maintenir ce niveau-là. Après ça, c'est de voir ton potentiel de récupération, il se situe où? Est-ce que ton sommeil est fortement impacté? À ce moment-là, il faut que tu allèges ton entraînement. Comme si tu avais 20 ans puis ton sommeil n'est pas bon, il faut que tu allèges l'entraînement. Fait que c'est juste d'être peut-être un peu plus sensible, un peu plus à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Suivre un peu plus la charge d'entraînement. Un sport d'endurance, on est beaucoup volume. Peut-être qu'on a une moins grande tolérance au volume, puis qu'on a besoin de moins de volume aussi pour maintenir un certain niveau de forme. Fait que je pense qu'il faut être un peu plus intelligent chez l'athlète vieillissant, autant la femme que l'homme, parce que, tu sais, l'autre aspect qu'on oublie, c'est que
tu as accumulé du millage aussi. Tu sais, quand t'es plus âgé, ben, tu as accumulé plus de millage. Fait que, tu sais, c'est plusieurs facteurs. Tu veux dire que le corps est usé ou tu as l'expérience? Potentiellement, ben, un peu des deux. Tu sais, si tu cours depuis l'âge de 20 ans, puis tu es rendu à 50 ans, ben, tu as eu 30 ans de millage. Ça a ses avantages, mais ces 30 ans de millage, ça a aussi potentiellement son usure. Fait que ça, c'est un élément aussi à considérer. Tu sais, de là à dire on va adapter l'entraînement pour la femme ménopausée, moi, je pense que c'est la même chose que pour n'importe quel athlète. On va adapter l'entraînement en fonction de ce que la personne est capable de donner, c'est en fonction de ses ressources. Mm-hmm. Et c'est plus ça qui peut être altéré. Tu sais, moi, c'est beaucoup le sommeil, là. Le sommeil problématique, c'est sûr que tu vas être capable de soutenir un volume d'entraînement, une intensité d'entraînement moins grande. Tu sais, peu importe ton statut reproducteur, tu sais. Mm-hmm. J'aimerais ça qu'on y revienne au sommeil, mais là, il me vient une question. Tu sais, les athlètes féminines qui s'entraînent à haute performance puis qui, finalement, à un moment donné, tombent en aménorrhée, j'imagine que la performance, l'entraînement, le surentraînement va, juste s'il n'y a plus de menstruation, ça veut dire que c'est les niveaux hormonaux qui chutent. C'est-tu le même impact? Parce qu'au final, si mes hormones chutent, j'ai plus de menstruation, en théorie, je devrais être plus performante. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ça va dépendre. Tu sais, il y a des athlètes qui sont en aménorrhée qui performent très bien. Ça veut pas dire que c'est pas problématique. Oui. Peut-être qu'elle pourrait performer mieux s'il n'y avait pas cet état-là comme tel. Qu'est-ce qui fait, hein? La distinction. Pourquoi ça coupe les hormones? Qu'est-ce qui fait que l'entraînement vient que... C'est les demandes, mais les exigences, ça tourne beaucoup autour de la dépense énergétique. Puis, dans le fond, c'est le flux énergétique, le turnover d'énergie qui est tellement grand que ça mobilise trop de ressources pour l'organisme. Puis, on observe d'autres systèmes qui commencent à moins bien fonctionner, dont le système reproducteur. Fait que c'est pas tout à fait la même chose que la ménopause qui est là. Ben, c'est le système qui, lui, commence à entre guillemets, à décider que là, ça suffit. L'autre, c'est il n'y a pas le choix. Il drop des fonctions parce qu'il n'y a plus assez d'énergie là, pour les soutenir. Ben, lui, il veut pas y dropper, mais c'est juste qu'il est plus là. Il peut pas s'en occuper. Fait que il espère que ça fonctionne tout seul, puis ça fonctionne pas tout seul. Mais tu regardes, on observe une déminéralisation osseuse chez ces athlètes-là, qui est le même risque à la ménopause aussi. Fait qu'il y a des similitudes parce que c'est sensiblement les mêmes hormones là, qui vont être bousculées. Mais tu sais, la cause est nettement différente, là. Puis il y en a une qu'on peut traiter, l'autre pas. La ménopause, c'est ça, tandis que l'aménorrhée, on peut arriver à traiter ça. Mais c'est clair que c'est ça, faut être intelligent, il faut être à l'écoute. Puis il faut faire attention. Je parlais de changement psychologique aussi. Mais tu sais, c'est une étape de transition où il y a du vieillissement, puis des fois, il y a du monde qui se raccroche à leur performance du passé comme étant leur standard, puis ils n'acceptent pas qu'ils ont vieilli, puis que ça se peut qu'ils soient plus comme ils étaient à 20 ans. Puis aussi le phénomène qu'on a la fâcheuse tendance à embellir le passé ou à exagérer le passé. Tu sais, moi, des fois, mes souvenirs de joueurs de hockey puis de joueurs de baseball, j'étais sur le bord de me faire repêcher. Si je remonte dans le temps, je n'étais même pas proche. J'ai joué avec du monde repêché, c'est pas pareil. Tu sais, je caricature, là, mais on a tendance à embellir le passé. Là, on était donc exceptionnels quand on avait 20 ans. Mm-hmm. J'enseigne à du monde de 20 ans, ils sont pas tous exceptionnels. On va pas les nommer aujourd'hui, OK? C'est ça. Fait que, tu sais, il y en a que oui, là, mais, tu sais, un athlète un Olympien, une Olympienne, c'est pas la même chose que, un athlète de tous les jours, là, on se rapproche moins de notre maximum puis notre potentiel, tu sais. Fait que, mais, tu sais, moi, je pense que, tu touches le point de la densité osseuse, là, tu sais, c'est un élément important. On parle beaucoup là, de musculation, là, puis pour la femme ménopausée, faut en faire. C'est un complément qui peut être intéressant chez l'athlète féminine vieillissante. Si elle n'avait pas incorporé de la musculation, là, de s'assurer d'en avoir.
mais moi, je suis pas un partisan on va augmenter la masse musculaire à la ménopause parce que c'est super important. T'sais, de plus en plus, ce qui ressort, c'est pas tellement ta quantité de masse musculaire, mais bien ta qualité. Donc, qu'est-ce que tu fais avec qui a un impact? Parce qu'il y a une tendance pour augmenter la masse musculaire à la ménopause. Là, si tu fais juste augmenter la quantité de viande que tu as, je suis pas certain qu'on va observer les mêmes bénéfices que si ta viande est efficace. Ouais. Puis ça se fait comment? Ben, c'est à travers l'entraînement, c'est de chercher à améliorer des qualités physiologiques entraînables. Donc, ta force musculaire. Moi, je prédis qu'on va fort probablement commencer à faire des protocoles de puissance, de mouvements explosifs chez la personne vieillissante. Parce que c'est intéressant là, en termes de gains et de bénéfices. C'est juste qu'il faut paramétrer, il faut faire attention parce que c'est un peu plus violent. Oui, puis c'est pas juste le muscle, c'est les tendons, c'est même... c'est toute la patente, c'est ça. Même les os. Puis comment tu organises tout ça, là. T'sais, comment tout ça se comporte ensemble qui a son importance. Fait que tu sais, je pense que d'être polyvalent à la ménopause, je pense que c'est quelque chose de plus intéressant qu'à 30 ans, par exemple. Je reviens à ce que tu disais, tu sais, l'aspect psychologique de la ménopause. Je pense que tu as raison, tu sais, mettons, je me remets à 20, 25 ans, j'étais pas extraordinaire, mais j'avais le choix. C'est comme si tu sais que tu as le potentiel, tu sais, l'énergie était là, puis tu prends un peu ça pour acquis, fait que tu n'as pas nécessairement la motivation. Tandis que rendu 40, 50 ans, ça te tente, toi, de courir un marathon, puis ça te tente de t'entraîner, puis là, tout à coup, les ressources sont plus là, puis tu n'as pas choisi, tu as un peu aussi, tu sais, ça, l'aspect de reproduction, tu choisis plus, là, tu sais, tu peux plus être mère. À partir de maintenant, c'est fini, tu n'as pas choisi. C'est la même chose, c'est de perdre ce qu'on avait pris pour acquis, le fait de bien dormir, de ne pas avoir des bouffées de chaleur. Non, mais tu réalises pas à quel point tu es bien, pas de bouffées de chaleur, jusqu'au jour où tu as une bouffée de chaleur, tu fais OK, arc, c'est donc bien dégueulasse, c'est pas rien, tu sais. Puis là, tu te mets à subir toutes sortes de choses qui tu sais pas d'où ce qui viennent, puis tu sais pas si c'est vraiment ça qui cause ça, parce que un amène l'autre, puis c'est un peu un cercle vicieux. Mais ouais, c'est ça. Fait que je voulais juste nommer ça, que l'aspect psychologique, c'est ça, c'est la perte de quelque chose, tu l'as pas vu venir, puis c'est quand même assez brutal. OK, c'est progressif, mais il y en a qui restent dans une ménopause, la périménopause, pendant 10 ans de temps, là. C'est quand même, c'est lourd comme effet secondaire. Ouais. Puis, tu sais, une affaire, moi, qui m'avait fait... j'avais trouvé vraiment intéressante. Un des éléments qui ressort dans la littérature scientifique, qui favorise une transition ménopausale positive, avec moins de symptômes, un peu plus favorable, un peu plus agréable, c'est comment tu abordes ça. Donc, les femmes qui abordent la ménopause comme c'est une transition, c'est positif, tout le monde, tu sais, je passe par là, c'est normal, ça va bien aller, ben ça va mieux que celles qui disent « Ah non, la ménopause, c'est l'enfer, c'est ci, c'est ça. » Fait que d'avoir un discours interne positif, d'aborder ça positivement comme ben c'est une transition, that's it, mais ça m'amène vers autre chose, ça semble d'avoir des effets très intéressants sur ben, comment tu la vis, ta ménopause. Fait que, puis moi, c'est un discours qui me fatigue. Puis, tu sais, je peux pas beaucoup intervenir là-dedans parce qu'à chaque fois, on me dit, ben là, toi, tu l'es pas ménopausé. Puis, c'est pas de quoi tu tu peux parles, pas savoir. Ouais. C'est vrai que je peux pas le savoir, je peux pas le vivre, tu sais. Mais moi, je vois pas ça comme étant négatif comme tel. Tu sais, c'est vraiment une transition, c'est une opportunité de réorienter des choses. Moi, dans mon projet de doctorat, les dames faisaient de la musculation. J'ai vu des choses incroyables, là. Tu sais, des dames qui ont progressé. Il y a une dame là-dedans, là. Moi, cette dame-là, si elle était née dans les années 90, elle se serait rendue aux Olympiques en haltérophilie. Aïe, aïe. Pas très grande, une brute, là, forte comme j'ai jamais vu. Elle est juste née trop tôt. Puis moi, j'étais borderline de dire, viens, on va aller dans un club d'haltérophilie, puis on va aller commencer à 60 ans ou 58 ans à faire ça parce qu'elle avait un méchant potentiel. Mais tu sais, née dans les années, l'époque, les années 50, c'était pas, tu sais, fait que là, tu
tu sais, les gains qu'elles ont eus, moi, dans le projet, tu sais, elles gagnaient autant de force, sinon plus, que des filles de 20 ans. Ok. C'est fou, hein? Tu sais, fait qu'il y a encore de quoi à faire, là. Tu sais, il y a un beau potentiel qui est encore là. Oui, il y a des choses qui sont plus là, mais tu sais, c'est des ressources que ton corps a pu à gérer. Tu sais, moi, je travaille avec des athlètes féminines, puis je l'entends souvent, bon, ben là, j'ai mes règles, puis c'est donc pas le fun, puis tu sais, ce fardeau-là menstruel, je l'entends souvent chez les athlètes. Tu sais, ah non, j'ai une compétition, zut, je vais être menstrué pendant la compétition. Tu sais, encore une fois, je le vis pas, mais tu sais, je peux constater que c'est pas un élément positif. Ben là, tu sais, ben c'est plus là, ça. Tu sais, fait t'as plus ça comme problématique quand tu vas sortir faire ta course, tu sais. Puis, chaque fois que je dis ça, ben, il va y avoir des femmes ménopausées qui vont dire « Oui, mais il y a ça, ça. » Tu sais, ils renchérissent juste avec le mauvais. Tu sais, puis c'est correct, tu sais, c'est comme ça que tu le vis, mais Colin, tu peux-tu voir le verre d'eau à moitié plein au lieu d'à moitié vide, là, parce que c'est pas quelque chose que tu as le choix tant que ça. Puis pire encore, si tu abordes ça de façon positive, ça va être moins pire. Tu sais, la science le dit. Fait que, tu sais, ça peut valoir la peine de se forcer un petit peu, puis, tu sais, d'essayer d'aborder ça, parce que, ben, c'est inévitable, là, ça va être là. Fait qu'aussi bien en tirer profit, parce que moi, j'ai vu des beaux gains en entraînement, des belles affaires, là, vraiment là, exceptionnelles. Tu sais, ça m'a marqué, là. Je pense que, tu sais, il y a aussi l'aspect de la société, tu sais. T'as ta ménopause au moment où tu es loin d'être retraité. Fait que tu veux maintenir une forme, si tu avais l'habitude de t'entraîner. Après ça, tu veux continuer de performer au travail. Tu as les enfants grandissent. Il y a on le sait, des petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Fait que là, mais je pense quand même que ce changement-là qui se produit au niveau hormonal qui doit affecter, qui affecte nécessairement tout le corps, ça devient limitant, surtout si tu as à gérer en plus des douleurs, des inconforts, justement, les bouffées de chaleur. Il y a des personnes qui peuvent pas être fonctionnelles avec les bouffées de chaleur. J'ai eu une cliente qui était super mal parce qu'elle me l'a dit d'avance, là, je vais avoir des bouffées de chaleur, puis là, elle dit, normalement, là, je prends des ice packs chez nous là, pour ramener ça, puis là, je m'excuse, j'en ai tout trempé. Fait que là, tu sais, bon, j'ai compréhensive, puis on va le gérer, on va aller chercher des ice packs, mais c'est quand même invalidant au quotidien. Puis, d'après moi, tu te rends compte, quand tu tombes en ménopause, que c'était pas si pire que ça être menstrué, puis que tu te rends compte que tout le changement hormonal vient vraiment affecter. Puis au-delà de voir le négatif, c'est de perdre le contrôle sur sa vie, puis sur son mental, sur son énergie, puis de devoir faire des choix, de devoir laisser tomber des choses parce que tu y arrives plus au niveau de l'énergie, au niveau de la concentration. Il y en a qui parlent de la mémoire. C'est comme, depuis que je suis ménopausée, j'oublie plein d'affaires, ou je me répète, puis où j'oublie des termes, où je remplace, là, tu fais comme devenir inquiet. Mais je suis en train de devenir Alzheimer. Puis c'est une période qui est quand même longue. Puis ça peut être lourd là, de penser pendant 2 ans. Si tu penses que tu as l'Alzheimer, finalement, c'est des capacités que tu perds. Puis tu sais, c'est pas, je veux pas dire que c'est pire que pour les hommes. Tu sais, les hommes aussi, vous vieillissez, puis vous perdez des capacités. Puis, mais je sais pas. C'est peut-être qu'on se met un fardeau de plus comme femme. Ouais. Moi, là-dessus, je vais être d'accord que c'est une transition qui est plus violente que ce qu'on peut observer chez les hommes. Il y a tout un aspect aussi de propre aux femmes. Comment dire ça? De se plaindre de bouffées de chaleur. Pour un homme, c'est comme tu te plains que t'as chaud, c'est pas si pire. Au mois d'août, il fait chaud. Puis, c'est pas senti, c'est pas vécu. Ouais. C'est ça, c'est pas un bras cassé. OK. Fait que, des fois, il peut avoir cette perception-là là, de l'environnement qui vit pas ça, qui part d'une forme d'incompréhension. Mais c'est sûr que c'est une transition, comme je disais, c'est violent, psychologiquement, physiquement, c'est des gros changements.
Mais tu sais, moi, je vois ça comme une opportunité de réorienter les choses. Une opportunité aussi d'être peut-être, vu qu'on a une plus grande maturité que quand on était jeune, de dire, OK, là, je vais observer davantage ce qui se passe. Je vais me comprendre davantage. Tu sais, parce que tu sais, c'est comme faire une analogie de hockey. Tu sais, Brendan Gallagher, il faut qu'il change son jeu avec le Canadien de Montréal parce qu'il n'est plus aussi vite. Il n'est plus aussi robuste qu'avant parce qu'il a vieilli. Tu sais, il faut qu'il soit plus intelligent. Il faut qu'il anticipe plus parce que physiquement, il est moins vite, mais là, il peut se servir de son expérience. Ben, c'est un peu la même chose avec la ménopause puis avec l'entraînement. Ben, là, c'est peut-être le temps, tu sais, dans les 10 dernières années, là, recueillir des données sur nos performances, ça l'a augmenté de façon exponentielle. La quantité d'infos que tu peux avoir, ben, pour beaucoup de gens, c'est encore des bebelles. Mais quand tu vieillis, ça devient des outils extrêmement intéressants. Mais là, il faut juste que tu les utilises plus que des bébelles. Tu sais, la variabilité cardiaque, c'est super intéressant à la ménopause pour voir l'état du système nerveux. Tu sais, c'est une donnée vraiment intéressante quand tu es prise le matin parce que si tu vois que ta variabilité cardiaque est pas bonne, tu commences à t'entraîner, ça va pas bien, ben arrête. Ouais. Tu sais là, que tu n'as pas récupéré, tu n'es pas disposé, peu importe pourquoi. Mais là, tu peux dire, OK, ben maintenant, je vais entamer un processus de récupération. Je vais changer mon planning pour ça. Versus essayer de le pousser à travers, puis de s'entêter, puis de dire, ben écoute, je l'ai fait pareil, c'était une séance tout croche, j'ai haï ça pour mourir, j'ai pas performé, je suis fâché, mais check, je l'ai fait. Ouais. Puis là, d'essayer de se dire, ben au moins, je l'ai fait. Non, c'était pas la chose intelligente à faire. Quand tu as 20 ans et tu fais ça, je comprends. Mais parce que t'as pas une capacité de récupération, c'est ça, à 20 ans. C'est ça. Ben là, faut que tu réfléchisses, faut que tu sois intelligent. Puis là, l'avantage, c'est qu'on a plein d'outils qui nous permettent là, d'avoir plein d'infos. Puis moi, je trouve que ça devient très intéressant dans ce temps-là parce que c'est comme des réglages de Formule 1. C'est pas une Ford Escort, là, t'as plein de réglages, t'as toutes les infos, puis là, en plus, t'as le bagage pour jouer avec ça, puis arranger ta Formule 1. Parce que, ménopausée, là, t'as encore le potentiel d'être une Moses de bonne Formule 1. Ouais, c'est ça. T'as pas les 4 nœuds à plat, là. Après avoir écouté l'épisode, je trouvais qu'on s'en allait sur un terrain glissant ici. Ce que Maxime parle, c'est que la ménopause va pas avoir un effet sur la capacité du corps à développer de la force musculaire, de l'endurance, même au niveau cardiovasculaire. Il y en a qui étaient moins en forme quand il y avait 30 ans que quand ils en ont 60. Fait que ça, c'est une réalité qui a été observée puis mesurée. Là où je suis moins d'accord, c'est par rapport à la vision d'un aspect positif ou négatif qui vient aider à passer au travers de la ménopause. C'est un facteur pour, par exemple, une même personne. Si on prend 2 personnes différentes, une personne qui vit des symptômes de ménopause à 4 sur 10 d'inconfort contre une autre personne qui vit de l'inconfort à 7, 8 sur 10, tout dépendamment des symptômes, c'est pas un manque de volonté de voir les choses de façon négative. Moi-même, pour l'avoir expérimenté en prenant certaines hormones pour la gestion de l'endométriose, il y a certains médicaments qui me rendaient complètement démolie pour rien. Je venais de me réveiller, puis je suis triste, j'ai juste envie de pleurer. Physiquement, mon corps a envie de pleurer. Puis même si j'avais voulu être positive cette journée-là, j'aurais pas pu. Il y avait quelque chose dans mon corps qui pleurait, on va le dire comme ça. Puis du moment que j'arrêtais de prendre des médicaments, tout redevenait correct par magie, là. Puis je dis pas que je devenais hop la vie, puis tout à coup tout allait bien, là. Juste, j'étais capable de prendre les choses pour ce qu'elles étaient. Donc, je suis complètement d'accord avec le fait que le corps peut continuer de progresser malgré l'état de ménopause. Par contre, j'ai un petit bémol à mettre sur est-ce que une attitude plus positive impacte vraiment la façon dont tu passes au travers de ta ménopause ou c'est la gravité de tes symptômes qui fait en sorte que tu es capable d'être positif à travers ça ou incapable. Sur ce, on continue. Puis ça serait quoi la meilleure façon, peut-être ta façon à toi
de moduler justement la récupération ou l'intensité d'entraînement. Tu commences avec quoi? Mettons, tu commences, tu le sais que tu es en préménopause, ta VFC est à chier tous les matins que tu te réveilles, tu es tout le temps dans le rouge. Tu commences avec quoi? Tu réduis l'intensité? Tu réduis le volume? Bien, la première question que je vais poser aux gens, c'est qu'est-ce que tu fais pour récupérer? OK. C'est ma première question. Puis je pense que quand tu as des données qui t'indiquent que ça va pas bien, la première question que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce que je fais pour récupérer? La plupart du temps, les gens, quand on leur demande qu'est-ce que tu fais pour récupérer, ils vont parler d'absence d'entraînement. Ouais. Mm-hmm. J'ai pris du temps. Je me suis pas entraîné. J'ai pris du temps. OK. Si je te demande qu'est-ce que tu as fait pour te préparer pour un examen, tu dis j'ai pris du temps. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? J'ai pris 2 semaines pour l'examen. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 semaines-là? Comment tu as étudié? T'as-tu étudié? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris du temps. Ça ne dit rien. Tu sais, fait quand tu dis, quand la personne te répond, qu'est-ce que tu fais pour récupérer? J'espace mes entraînements. OK, mais qu'est-ce que tu fais dans cet espace-là? Mm-hmm. Tu sais, un sport d'endurance, le temps assis, ça affecte beaucoup la récupération. Oui. Combien de temps tu es assis? Mm-hmm. Là, j'ai pas le choix, c'est ta job. Attention, t'es chauffeur d'autobus puis tu peux pas te lever ou tu sais, t'es pilote d'avion, c'est quoi? Tu sais, t'as pas le droit de te lever. C'est ça, c'est un exemple. Ça va affecter ta récupération. Tu sais, est-ce que tu te couches à des heures régulières? Tu sais, est-ce que tu dis, là, je récupère pas, là, l'hygiène de sommeil, là, je vais me coucher à des heures régulières, je vais me lever à des heures régulières. Est-ce que tu as une routine avant le dodo? Tu sais, moi, la plupart des gens qui récupèrent pas, quand je pose ces questions-là, d'habitude, je me couche à peu près toujours aux mêmes heures, mais là, c'était différent. Puis que si tu fais ta routine avant, il y a toujours du temps d'écran avant le dodo, Mm-hmm. puis après ça, ils vont se coucher, puis ils me disent tout le temps, mais je m'endors, il n'y a pas de problème. Oui, il y en a un problème, tu récupères pas. Au-delà de se coucher tôt, c'est mieux de se coucher toujours à la même heure? Ouais. OK. Plus c'est régulier, là, Si tu peux pas te coucher, tu sais, tu dis, là, je peux juste me coucher à 11 heures, tu sais, t'es mieux presque de te coucher toujours à 11 heures, essayer d'accumuler tes 8 heures à partir de 11 heures, que des fois 11 heures, puis l'autre fois, moi, y aller à 7 heures. Me reprendre le sommeil. Tu le reprends pas, là. Okay. Tu récupéreras pas plus. À un moment donné, tu topes, là. Ta nuit de récupération, là, elle peut pas te donner 150% de récupération. Elle top à 100. Fait que si tu as traîné 50% de fatigue de l'autre jour, tu le récupéreras pas plus, tu sais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ça, c'est tous des petits éléments. Puis, tu sais, l'horaire régulier, c'est difficile souvent. Fait que, puis là, c'est toujours l'argument après, on va faire ça. Là, je peux pas. Tu sais, parce que des fois, j'ai des choses le soir, je peux pas toujours me coucher à la même heure. C'est correct, mais il faut que tu saches que ça affecte ta récupération. Okay. Fait que si t'es en maudit le matin quand tu te lèves parce que t'as pas récupéré, puis là, tu dis, j'ai scrappé un autre entraînement, dans ta balance décisionnelle, là, le pourquoi tu te couches pas toujours à la même heure, est-ce qu'il est plus important que là, tu sois en beau fusil parce que tu n'es pas capable de t'entraîner? Mm-hmm. Puis ça devient ta décision après. Ouais. Mais tu sais, il faut, puis quand tu as des facteurs qui augmentent le niveau de difficulté, comme la ménopause, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, si tu s'en vas courir, puis tu dis, j'ai un 21 km, il fait 28 degrés, 90% d'humidité. Tu vas ajuster tes affaires en fonction de ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu diras pas, va faire la même course. Quand tu récupères pas, c'est la même affaire. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu ajustes? Si tu continues à pas récupérer, à toujours faire les mêmes choses qui font que tu récupères pas, puis là, tu as des facteurs aggravants qui aident pas, ça va être pire à la ménopause. Puis ça va te sembler beaucoup plus dur. Fait que qu'est-ce qu'on fait en 2 courses? On s'occupe de sa récupération. C'est ça, hein? Mais je reviens un petit peu sur le sommeil, puis tu m'as fait flasher sur quelque chose, tu sais, puis je me pose la question, au-delà de la routine ou de la stabilité de l'heure, je fais le parallèle avec un peu alimentation intuitive, ou du moins écouter ces signaux de satiété. Moi, je sais que, tu sais, je vais écouter la TV le soir, puis je peux cogner des clous, là, mais je vais regarder. Il reste juste 12 minutes à l'émission. Je vais toffer. J'ai pas de fun, là. Je combat, je suis pas bien. Puis je suis convaincu que des fois je vais m'endormir quand même après quand je vais me coucher, ou des fois ça va perturber un cycle de sommeil. Mais est-ce qu'on est mieux de dire OK, je vais être vraiment rigoureux sur une heure, ou
il y a une composante de dire, je vais m'écouter, hey, je suis fatigué, on s'en sac d'ailleurs quelle heure, je suis fatigué maintenant, je vais aller me coucher. Tu sais, il y a différents éléments qui t'amènent à te sentir fatigué. OK? Dans la régulation du sommeil, tu vas avoir, par exemple, des facteurs lumineux qui vont jouer sur ton état d'éveil. La température, la chaleur, le froid vont jouer sur ton état d'éveil. La durée de l'éveil va jouer aussi. Puis ça, ils ne sont pas nécessairement tous d'accord en même temps. Mm-hmm. Fait que tu peux commencer à t'endormir, mais tu n'es peut-être pas prêt à dormir. Exemple, tu cognes des clous devant la télé, t'es pas prêt à dormir parce qu'il y a une stimulation lumineuse, visuelle. Fait que c'est d'autres mécanismes qui disent, hey, le grand, ça fait 12 heures, t'es debout, ça fait 16 heures, t'es debout, là, t'es dû pour te coucher. Mais il y a un signal que il y a de la lumière. C'est pas le temps de dormir. Fait que si tu t'endors, ben, tu sais, par exemple, ce qu'on va observer, c'est que souvent, le sommeil, il est pas réparateur. Fait que tu as dormi ton 8 heures, mais il y a certaines phases de sommeil qui étaient hyper courtes. Le sommeil était perturbé, agité. Puis tu vas te réveiller le lendemain matin, puis dans le fond, tu as quasiment gaspillé un 8 heures de sommeil. Là. J'exagère, mais tu sais, c'était pas un bon 8 heures. Puis toi, tu dis, ah ben, j'ai dormi 8 heures, check, je suis correct. Non, t'as pas fait une routine de sommeil adéquate avant, tu sais. Puis encore là, tu sais, c'est important, c'est pas important. Moi, je me couche à des heures variables, mais je capote pas parce qu'un matin, je me réveille puis j'ai pas récupéré, puis si je vais m'entraîner, ça va pas. Moi, ça me fait pas capoter, tu sais. Mais il y a des gens qui, ça les dérange beaucoup. Il y a des gens qui ont des objectifs de performance. Ben, tu sais, puis je pense que t'as encore moins de jeu à la ménopause. Tu sais, il faut que tu sois un petit peu plus à ton affaire parce qu'il y a d'autres éléments qui vont réduire ton potentiel de récupération. Fait que, si tu veux continuer à performer, ben, il faut que tu ajustes. Ouais, tu peux tomber. Tu courras pas avec ta tuque parce qu'il fait 30 degrés. Là. Tu vas l'enlever, ta moseuse de tuque, même si c'est ta tuque porte-bonheur, parce que tu sais que tu vas faire de l'hyperthermie, tu sais. Mais c'est ça, puis tu peux tomber en épuisement, dans le fond, tu sais. Tu dors pas bien, là, tu t'entraînes aussi intensément le lendemain qu'après une mauvaise nuit. Bon, à court terme, peut-être que ça va, tu vas finir par retrouver un cycle de sommeil puis tu vas récupérer. Ou comme quand on est plus jeune, on s'en fout, là, on s'entraîne super fort puis même si on récupère pas bien, on a tellement de ressources que ça récupère tout seul. Ça récupère. Mais là, rendu plus vieille puis en ménopause, ben ça récupère plus tout seul. Faut créer un effort puis collaborer puis comme tu l'as dit, écouter ces signaux. Puis pour vrai, je la regarde, ma VFC, quand je me réveille le matin, puis genre, c'est rare qu'elle est belle, là. Elle est comme tout le temps en bas, puis on dirait qu'on ne sait pas quoi faire, mais merci pour les pistes là, de solutions, de dire, OK, ben avoir une hygiène de sommeil, mais mettons que je me réveille avec une pas belle VFC, puis là, mettons, je peux aller courir hier, parce que là, elle était pas belle la veille non plus, là, tu sais, faudrait que je bouge, faudrait que je maintienne mon entraînement. Est-ce que je suis mieux de couper en intensité? Est-ce que je suis mieux d'aller juste marcher dans des côtes? Ou je réduis le temps? Ça serait quoi le cue? Bien, premièrement, tu sais, quand tu regardes ta variabilité cardiaque, c'est un élément. Quand c'est mesuré, par exemple, avec un faisceau de lumière au poignet, tu sais, ça se peut des fois que ça soit off un peu. On essaie de regarder les tendances. C'est ça qu'on veut voir, comment ça évolue dans le temps. Ça se peut que ta VFC, elle soit tout le temps pas bonne, mais que ça soit un billet de mesure. Dans le fond, elle est tout le temps bonne, c'est juste que toi, le chiffre est bas. Parce que ça mesure de même. Fait qu'il faut faire attention. T'sais, si tu me dis, je vais pas courir parce que j'ai regardé ma VFC et elle me dit que ça va pas bien, ben, moi, ma deuxième question, ça serait, comment ça va? Ouais, mais mettons, je le sens aussi. Là. Mettons, je regarde ma montre puis je me lève le matin puis je suis de même. Là. T'es d'accord avec ta montre? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, si ça fait du sens, ben, à ce moment-là, c'est de réduire ta sollicitation, ta charge d'entraînement. Donc, ça peut se faire en réduisant le volume, ça peut se faire en réduisant l'intensité. Puis, il faut surtout que ça se fasse pas en augmentant ta sédentarité. Ah, c'est beau. Si tu dis, je reste couché parce que je suis magané, c'est pas sûr que c'est la meilleure façon de récupérer. Ouais. OK, ça c'est surtout là en course à pied là, les assis ou couchés, membres inférieurs, ça va être so-so. Fait que tu sais, il faut que tu te dises qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Ben une journée que tu te sens vraiment pas bien, tu sais, puis je dis pas bien, pas malade là, mais écoute, je serais pas capable de performer à l'entraînement. Ben tu sais, moi je trouve que c'est une belle journée pour aller faire les commissions. OK. Ouais, au moins t'es debout. Ouais.
Ouais. Tu vas dire, ben là, m'aller faire l'épicerie aujourd'hui ou la faire vendredi, là, puis je vais marcher, je vais être actif, je vais faire des choses, puis au moins ces choses-là seront faites. Fait que vendredi, si j'ai récupéré, ben j'aurais pas besoin d'aller faire l'épicerie, puis là, je pourrais placer un entraînement. Fait que tu sais, c'est de maintenir un niveau d'activité. Encore une fois, là, tu sais, écoute, c'est à l'article de la mort, là, tu t'en vas à l'hôpital, là, c'est pas ça, là. Merci le conseil. Il m'a dit d'aller faire mon épicerie quand je filais pas. Faire du connaissance dans l'allée. C'est ça. J'ai fait mon arrêt cardiaque dans les fruits et légumes. Au moins, t'es pas tout Non. seul chez vous. Écoute, C'est ça. ouais. Effectivement. Fait que c'est ça, mais tu sais, c'est de rester actif. C'est puis tu sais de réduire. Tu sais, il y a différentes écoles là-dessus. Il y en a qui vont dire ben là, tu coupes l'intensité, tu gardes un petit volume. Après ça, il y en a d'autres, ben non, tu maintiens ton intensité puis tu coupes ton volume. Tu sais, au final, c'est un petit peu comme si tu fais 2 fois 3 ou 3 fois 2, lequel qui est le meilleur. Tu sais, moi, je pense qu'il faut que tu allèges puis il faut que tu stimules un peu le système. Parce que si le système n'est pas stimulé, c'est plus dur pour lui de s'adapter. Fait que faut que tu restes active là, comme tel. Là. Fait que c'est ça. Puis aussi, il faut être patient. Les gens ont tendance à dire ben là, j'ai bien dormi la nuit passée, je vais être correct. Mm-hmm. La récupération, c'est pas. On parle de la VFC, là, ça c'est une mesure de récupération de une récupération. C'est pas. On parle encore aujourd'hui de la fatigue, mais en réalité, c'est les fatigues. Il y a différents types de fatigue. Tu peux avoir une fatigue énergétique. Tes réserves de glycogène dans tes muscles sont flat, il n'y en a plus. Ton système nerveux peut être top shape. Tes structures, ton muscle peut être top shape. C'est juste qu'il n'y a pas de carburant dedans. Fait que tu vas avoir les jambes hyper pesantes, ça avancera pas. Tu peux avoir une fatigue nerveuse, tu peux avoir des réserves énergétiques qui sont top notch. Fait que là, je comprends pas, j'ai bien mangé, puis tout, les jambes avancent pas. Puis tu peux aussi avoir une fatigue structurelle. Les muscles sont endommagés. Oui. Puis ça avance pas. Fait que tu peux avoir récupéré d'une fatigue, mais en avoir 2 autres qui sont problématiques. Tu sais, fait que on a tendance là, parce c'est très dur à suivre, à mesurer, ben là, la fatigue du système nerveux, on la voit avec la variabilité cardiaque, c'est un bon indicateur, mais il y a d'autres fatigues aussi. Puis si c'est un continuum, dans le fond, c'est ça, il faut que tu respectes tes fatigues, puis que tu doses, mais que tu restes actif. Mais à l'inverse, tu n'attends pas le moment parfait que tout soit à 100 dans toutes tes fatigues, justement, pour oser faire quelque chose. C'est ça. Puis tu sais, encore aujourd'hui, la façon de savoir si tu as récupéré, c'est est-ce que tu es en mesure de refaire le même entraînement que tu as fait. OK. Tu sais, ça, c'est à peu près encore la façon de... Tu sais, si tu refais le même workout, puis Colin, il était plus facile, mais les fréquences cardiaques étaient plus basses pour le même effort, ben Colin, tu avais récupéré, tu sais. Si ton effort est plus grand pour la même chose, ben tu n'as pas récupéré. Et le problème, ça, c'est que tu peux pas prédire. C'est ça le problème avec la récupération. Ouais. C'est qu'on fonctionne en rétrospective. De dire, finalement, j'avais pas récupéré. Ouais, c'est ça. J'étais correct. Non, trop tard. on a-tu tendance à... Bon, je vais aller tester, on va aller voir. Mais je t'écoutais, je ne marche pas son affaire, mais si je résume, mettons, je vais faire une longue, il faut que tu sois capable de refaire. Ouais, mais je me dis, je suis pas capable de le faire le lendemain. Mais c'est tout là le point. Ça veut dire que techniquement, je devrais reprendre l'entraînement quand je serais capable de faire ma longue. Fait que ça peut peut-être prendre justement 3 jours de repos après un long entraînement. Exact. Ou il faudrait que j'adapte mes entraînements pour considérer que je traîne de la fatigue de ma longue sortie. OK. Tu sais, c'est comme si moi, ton potentiel de récupération, je vois ça comme une sphère, un ballon. Puis quand tu fais une activité, ben tu l'étires. Fait que le ballon, quand tu l'étires, il change de forme. Il est plus aussi rond, il va s'allonger. Si tu tires les 2 bords en même temps, tu sais, c'est limité. Puis si tu tires de 3-4 bords, ben le ballon va éclater. Fait que tu sais, ton ballon, tranquillement, après ta longue course, tu l'as allongé beaucoup. Ben là, tu veux qu'il revienne tranquillement reprendre sa forme. T'as-tu besoin d'attendre qu'il reprenne complètement sa forme pour repartir? Ben non, tu peux le tirer un petit peu par au-dessus, tu as du jeu. Mais c'est quand tu commences à tirer tout le temps de partout, puis tu sais, parce qu'il n'y a pas juste l'entraînement qui crée de la fatigue, il y a la vie aussi, là. Ouais.
Fait que, c'est ça qui est à considérer. Puis, ben, à la ménopause, moi, je pense que pour les gens qui mobilisent beaucoup de ressources, ben, t'as moins le choix de plus écouter ça ou de plus suivre ça de façon intelligente. Ouais. Il y a aussi, tu sais, si tu as commencé à t'entraîner avant de tomber en ménopause, puis tu es en surentraînement, la ménopause peut avoir le dos large aussi, tu sais. Si tu n'as jamais écouté les signaux, puis c'est juste que tu es fatigué, puis là, en plus de ça, embarque les symptômes, tu sais. Parce que ce que je comprends, quand tu faisais ton projet de recherche, pour les femmes ménopausées, le temps de récupération, c'était sensiblement le même qu'une femme non ménopausée? Ah oui, elles ont performé, là. Tu sais, tu regardes le programme d'entraînement qu'elles ont fait, là, pour faire une histoire courte, initialement, c'était pour des athlètes. Okay. On voulait voir l'impact de ce type d'entraînement-là sur la balance énergétique d'athlètes. Il y avait 0 argent pour des subventions, fait qu'on a fait on a décidé de faire un projet de recherche chez les femmes obèses, ménopausées, post-ménopausées, puis on voulait voir l'impact d'une restriction calorique conjointement avec l'entraînement en musculation sur la dépense énergétique, la composition corporelle, la condition physique, etc. Fait que j'ai pris le même programme d'entraînement qu'on leur a donné. Fait qu'il y avait des tests de force maximale, elle faisait à un moment donné, c'était périodisé, mais à un moment donné, elle faisait du 6 répétitions maximales. Puis, ben, il y en a qui n'ont pas récupéré dedans. Il y en a qui ont lâché parce qu'elles ne récupéraient pas, mais le pourcentage d'abandon, c'est sensiblement le même que chez des gars de 20 ans qui suivent un programme d'entraînement. Fait les gains en force, je pense qu'après 12 semaines, on avait quelque chose comme 30% de gains en force. C'est ce qu'on retrouve à peu près aussi chez des gars de 20 ans, mettons, tu sais. OK. C'est fou. Fait que, c'était tough. Puis c'était un entraînement, c'était 3 fois semaine, lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi et samedi. Fait que moi, j'ai travaillé pendant 3 ans, 6 jours semaine. Du lundi au samedi, ouais, c'est ça. Eux autres choisissaient, pas toi. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'en joke, je dis des fois, j'ai été ménopausé pendant 3 ans. Là. T'as côtoyé, t'as été témoin, t'as entendu, puis t'as participé. C'est ça. J'ai fait une ménopause sympathique. Ouais, je sais pas si ça existe. Mais tu sais, ça récupérait. Moi, tu me dirais, là, on change l'âge dans les données. Là, on fait juste switcher ça. Puis je ferais pas comme, wow, c'est anormal là, pour des filles de 20 ans, ça n'a pas de bon sens. Je ferais comme, ben, ça se peut, tu sais. Fait que, mais on les suivait en tabarouette. Ouais. Tu sais, moi, à chaque vendredi ou à chaque samedi, elle complétait un questionnaire où on mesurait leur niveau de récupération. Puis à l'époque, on ne pouvait pas faire ça à l'informatique. Moi, je rentrais manuellement toutes les réponses au questionnaire, puis ça nous traçait des courbes de récupération. OK. En fonction de ce questionnaire-là. Puis là, on pouvait voir comment ça allait, si elle tolérait la charge ou non. Puis si elle ne tolérait pas, ben on allégeait dans la semaine qui suivait. Fait qu'on pourrait déduire que la ménopause vient pas impacter notre capacité à améliorer nos compétences physiques ou notre composition corporelle, ou c'est pas corrélé, là. Tu sais, c'est une difficulté supplémentaire, mais c'est pas une fatalité. Okay. C'est pas une condamnation. Il y en a que ça va être plus dur que d'autres. Il y en a qui vont être super contentes d'arriver là. Moi, je connais des femmes que pour eux autres, ça a été une délivrance. Enfin, j'ai plus mes menstruations parce que chaque cycle menstruel, c'était une torture. Fait que, tu sais, t'en as de toutes sortes. Fait que quand tu vois autant de diversité, ben, je me dis, ça peut pas affecter tout le monde pareil. Puis dans tous les cas, c'est pas une fatalité, là. Tu sais, il y a un super beau potentiel encore. Il y a de quoi à faire. C'est juste que faut que tu t'organises un petit peu plus, puis c'est ça, faut faire preuve d'un suivi peut-être un peu plus important, un peu plus sérieux. Mais en même temps, je pense que la maturité est là pour faire ça. Fait que, moi, mon projet, c'est à toutes les semaines, il y avait un questionnaire à remplir, mais ça avec des filles de 18 ans, je pense que j'aurais la moitié des questionnaires qui auraient été remplis. Oui. Ouais.
sais, fait qu'on n'aurait pas pu faire le suivi de la récupération aussi bien. Mais comme moi, je les appelais mes petites madames, Colin qui étaient à leurs affaires. Si moi, j'oubliais le questionnaire, je me le faisais dire. Tu sais, puis c'était pas le fun, le questionnaire, là. C'était, je pense qu'il y avait 76 questions. À toutes les semaines. Quand même. Super. C'est ça. Puis, tu sais, elle faisait, parce que c'est ça, tu sais, comme 18 ans, j'aurais pas eu ça, là. En tout cas, pas autant. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'est une belle période de transition. C'est une belle opportunité à saisir. Puis, si tu as saisi de façon positive, il y a bien plus de chances que ça se passe mieux. C'est là. sûr que c'est pas c'est fini. facile. T'sais. Puis qu'est-ce que tu penses de la supplémentation hormonale? Est-ce qu'on fait juste étirer le point où ça va être plus tough? Ça, tu sais, ça serait mieux de parler à un endocrino, là, tu sais, pour être sûr. Moi, là-dessus, je pense que c'est beaucoup du cas par cas. Tu sais, de dire systématiquement, on est mieux de entamer un protocole. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Pour certaines personnes, ça va être une superbe intervention. Ça va être la chose qui va vraiment aider. Pour d'autres personnes, ça peut être un calvaire. Fait que, tu sais, ça, je pense que chaque personne doit s'informer puis prendre une décision éclairée là, par rapport à ça. Là. Mais, tu sais, moi, je ne serais pas confortable de généraliser puis dire ah oui, c'est important. Là. C'est la même chose. Là, la mode, c'est chez les hommes, les thérapies de remplacement de testostérone, là, ça a le vent dans les voiles, dans les cliniques privées. C'est la même chose. L'argument de vente, c'est tous les hommes devraient être là-dessus à partir de 45 ans. Moi, je pense pas. Oui. Fait que c'est du cas par cas. Il y en a que de façon médicale, c'est vrai que c'est souhaitable. Il y en a d'autres que pas du tout. T'sais. Fait que je pense que c'est un peu la même chose chez la femme. Puis encore là, peut-être tu vas me répondre la même chose, mais penses-tu que l'effet protecteur de l'activité physique sur la fonction cardiovasculaire puis osseuse peut équivaloir la supplémentation hormonale? J'ai pas vu de données là-dessus. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a beaucoup plus de bénéfices à la pratique d'activité physique sur l'ensemble de l'individu que ce que la supplémentation hormonale peut avoir. OK. L'activité physique comme telle, c'est vraiment l'intervention qui touche le plus de systèmes à la fois avec pratiquement aucun effet secondaire majeur. Ouais. Fait que moi, je pense que ça, c'est un must, là, prévenir, puis ça, on n'en parle pas, là, mais prévenir la diminution de l'activité physique quotidienne chez la femme ménopausée, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Okay. Là. Juste de le mesurer. T'sais, moi, j'en ai eu quelques-unes là, où est-ce qu'on avait des mesures des années avant leur ménopause, puis là, on a des mesures après la ménopause, puis j'en ai qui ont 40% moins d'activité physique. OK. C'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Puis moi, ce qui m'inquiète plus, c'est quand tu leur demandes ah ben là, est-ce que tu penses que tu bouges plus? Tu dis, ben, je fais à peu près la même affaire. Les entraînements, c'est pas mal la même chose. Puis là, on regarde les chiffres, puis il y a une drop de 40%. Comme quoi, la perception que tu disais tantôt, là, c'est biaisé. Là. C'est ça. Puis tu sais, des mesures comme ça, on n'en fait pas beaucoup. Tu sais, Fait que c'est ça qui est dommage, c'est que c'est quelque chose qu'on échappe et qui a des conséquences fâcheuses. Puis on n'en parle pas. Exemple, moi, les dames qui étaient venues me voir, leurs médecins ont dit oui, c'est important de bouger. Continuer à bouger, être active. Mais, pour moi, c'est la même chose que si je disais ah, oui, prends-les tes médicaments, là, c'est important de les prendre. Ouais, mais quels médicaments? Oui. Quelle quantité? Bouger, surtout à la ménopause, parce qu'à cause des changements biologiques qu'on a parlé précédemment, ben bouger, c'est pas si intuitif que ça, c'est pas si spontané que ça. Là. Biologiquement, on va être régulé à la baisse là-dessus. Là. Fait que faut le mesurer, là, faut le rappeler, faut mettre en place quelque chose pour que on ait un environnement favorable à bouger. Là. Sinon, ça, c'est sûr, ménopause ou pas, si tu bouges moins, il y a des conséquences. Puis dans notre société actuelle, je pense que tu dis ça aux gens, faut bouger.
d'après moi, dans la tête d'une grande majorité des gens, c'est OK, il faut que j'aille faire 10 km de course. Il faut que ce soit grandiose, il faut que je bouge fort, faut que, alors que tu l'as nommé tantôt, aller faire ton épicerie, c'est une activité qui est exigeante, qui te fait maintenir debout, qui te fait bouger, qui sollicite plusieurs muscles de façon différente sur une durée. C'est ça, bouger, hein, avant tout. Ouais. Oh, oui, définitivement, c'est ça. Puis réduire son temps sédentaire, là, ça aussi, c'est une autre affaire qui est presque indépendante. Là. Si tu bouges assez, mais tu es trop assis, tu es quand même trop assis. C'est un peu l'exemple que je m'entraîne, mais tu fumes 4 paquets par jour. C'est probablement moins pire parce que tu t'entraînes, tu as des bénéfices, mais tu fumes quand même 4 paquets par jour. Ça prend les deux. Idéalement, ça prend les deux. C'est ça. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, ça, là, évaluer ta sédentarité parce que ça risque d'augmenter à la ménopause. J'avais entendu tout un puis son contraire, là, souvent, c'est les gens qui vont aller s'entraîner, qui vont faire leur course, dans notre cas, le matin tôt, ont plus de chances d'être assidus parce que c'est la première chose que tu fais dans la journée, puis tu as moins de risques de le choquer pour tous les aléas de la vie. Mais à l'inverse aussi, j'avais lu que ceux qui vont aller justement faire un effort tôt le matin comme ça, le reste de la journée sont souvent beaucoup plus inactifs, puis sont plus sédentaires justement le reste de la journée, puis le bénéfice est finalement moins grand. C'est ça. Puis tu sais, tant que tu le mesures pas, tant que tu l'observes pas, c'est de la perception. Ouais. Puis on n'est pas bon. Non, parce que j'allais exactement dire ça, parce que tu dis, la personne pensait qu'elle faisait le même niveau d'activité physique, puis finalement c'était le plus bas de 40%, mais ça a été fait sur plusieurs années, fait que de l'année 1 à l'année 2, peut-être que c'était moins 5%, l'année 2 à 3, moins 3%, puis là tu te ramasses à un 40%, mais tu l'as pas vu l'évolution parce que ça a diminué tranquillement. Puis comparé à l'année passée, je bouge autant. Ouais, non, comparé à 10 ans. Ouais. Mm-hmm. Ah ouais. Comme prendre une livre par année, là. Ouais. Ah, j'engraisse pas. Ouais, mais au bout de 20 ans, t'as pris 20 livres. Là. C'est ça. Ouais. Puis tu sais, c'est des changements subtils. Puis des fois, il y a aussi, outre les facteurs biologiques, mettons, tu prends ta retraite, ça change. Ça peut changer pour le mieux. Tu avais 2h30 de char pour aller travailler dans le trafic, 2h30 de char pour revenir. C'est 5 heures de temps sédentaire par jour. Quand tu travailles plus, tu peux faire quelque chose. Si tu le switches ces 5 heures-là, puis tu es assis devant la télé, 5 heures de plus par jour, c'est pas un bon changement, tu sais. Fait que c'est ça, puis tu sais, c'est plate, mais tu sais, moi je pense que ça prend des mesures, là, tu sais. Il faut le quantifier, il faut l'observer, il faut avoir des mesures objectives de ce qu'on fait, là, parce que parce que c'est ça, la perception est biaisée. Tu disais les gens qui vont courir le matin, si tu leur demandes, les gens qui vont courir le matin, ils risquent de rapporter que leur journée, c'est une journée active. Ouais. Mm-hmm. Parce qu'ils ont couru le matin. Mm-hmm. Puis vu que tu as couru, c'est sûr, c'est une journée active. Moi, les journées que je cours, c'est les journées généralement que je suis le plus sédentaire. C'est ça. Fait que quand je cours pas, je suis plus actif. J'ai moins d'intensité. Ouais. Fait que, c'est tellement mal compris, ça, là. C'est difficile à comprendre. Même dans la littérature scientifique, ça se mélange. Ah oui? Fait que en littérature scientifique, en anglais, on utilise physical activity puis exercise de façon interchangeable. OK. Fait qu'en français, on dit activité physique, on parle quasiment juste exercice. Ouais. C'est presque juste ça. Ouais. Ou du sport, ou c'est presque tout le temps ça. Quand je te dis aller faire ton épicerie, c'est de l'activité physique. Le monde dit, non, c'est aller faire l'épicerie. Jouer au badminton, c'est de l'activité physique. C'est ça. Aller faire de la trottinette, c'est de l'activité physique. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais l'activité physique, dans le fond, c'est une activité qui implique les muscles, qui implique le mouvement, puis que ta dépense énergétique est plus élevée que la nôtre présentement. Ouais. C'est ça, faire l'activité physique. Hey. L'exercice, une sous-catégorie de ça. Juste faire du ménage à la maison, là, c'est exigeant, là. Tu dis, personne ne va dire qu'il a fait du sport, là. Non. Moi, ma mère, elle va te dire qu'elle est super sédentaire. Parce qu'elle fait pas de sport et elle fait pas d'exercice. Ouais. Mais elle fait du ménage, elle nettoie quasiment tous les jours, elle est très active. Moi, j'ai une cliente de 72 ans, c'est la même chose. Elle me disait qu'elle était très sédentaire. Écoute, elle marche à peu près l'équivalent de 7 à 8 km par jour. Est-ce qu'elle conduit pas. Elle conduit pas, fait qu'elle va faire ses courses à pied.
Ouais. Mais elle, ça, c'est pas de l'activité physique, ça allait faire ses courses. C'est confondu. T'sais. On a parlé de Strava, on a fait un épisode sur les aspects un peu plus négatifs ou de faire attention, tu sais, par rapport aux paramètres de localisation, tout ça. Mais tu sais, j'ai envie de parler de l'aspect positif, tu sais, on dit on collecte pas de données. C'est sûr que j'ai pas nécessairement le petit appareil connecté à ma jambe puis qui mesure mon activité physique pendant une semaine, mais j'imagine que je peux me référer à Strava. Puis si je le prends depuis 8 ans, je peux regarder ma progression d'activité physique, puis j'imagine que ça pourrait être un bon paramètre pour voir notre niveau d'activité. Tu vas surtout avoir ton exercice, tes sorties c'est de sûr, course, ouais. etc. On traque pas le reste. Ouais. Ça se fait quand même. Tu peux prendre un papier, un crayon, puis à la base, tu dis, ben là, je suis sorti faire mon jogging, j'ai couru un 10 en tant de temps. On a une idée, c'est quoi cette activité-là. Mais moi, c'est les 23 autres heures que ça fait. Absolument. Regarde, je viens de me mêler moi aussi, puis je suis dedans. Mais le tracker de pas, es-tu un bon indicateur? Ben, oui, si tu le portes. Ouais. Les pas, c'est variable. Faut pas prendre le chiffre pour le chiffre. Parce que tu peux râper des carottes, puis t'as bien des pas. Ben, c'est ça, tu sais. Mais moi, je te dirais, par exemple, dans la Garmin, ils calculent les minutes actives. OK. Ou minutes intenses, je me souviens plus. Ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien une application Google Fit qui se connecte, qui est multiplateforme. Tu sais, que tu as une Apple Watch, une Samsung, tu peux tout envoyer tes données d'activité physique qui sont collectées avec ta montre, par exemple, là-dedans. Mm-hmm. Puis, ça te donne, dans Google Fit, ça te donne des points de cardio puis des minutes actives. OK. C'est pas une application qui est parfaite, là. C'est pas ça, là. C'est pas hyper valide. Mais ça peut te donner une idée du suivi quand tu regardes l'évolution, tes points de cardio puis tes minutes actives. OK. Puis si tu n'as pas de montre, ben le téléphone avec ses capteurs peut enregistrer ces données-là. Encore une fois, la validité, c'est moins robuste que l'appareil que je te parlais sur la jambe, mais ça peut donner une idée. Si tu vois que tu as des journées qui passent du simple au double, ben moi je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé ces journées-là. Ouais. C'est des journées vraiment pareilles. C'est ça. Puis comme tu disais tantôt, mettons, ma VFC tout en base, ça peut être une erreur de mesure, mais la même chose, tu surveilles tes tendances, puis c'est ça, une journée différente, tu vas être capable de la voir. Ouais. Moi, c'est un travail de session avec des étudiants collégiales, ça, où est-ce qu'ils ont bâti une intervention qui vont modifier les minutes actives, les minutes cardio. Okay. Ils ont fait ça pendant 5 semaines, tu sais. Puis il y en a plein qui me disent, hey, moi, je peux rajouter manuellement des activités. Ben oui, tu peux tricher, tout. Puis il y en a qui me disent, ben oui, moi, ça mesure pas tout. Quand, tu sais, j'en ai qui font de la natation, ils l'ont pas. Ben, on veut pas tout mesurer. Tu sais, on veut juste avoir un portrait de quelque chose qui te demande pas trop de trouble à faire. Tu sais, si je te demande de faire un journal de ta journée, de tous les mouvements que tu as faits, oublie ça. Tu sais, tandis que ça, tu as ton téléphone dans ta poche, il enregistre à peu près, tu vas avoir une idée, puis après ça, tu peux la coller avec ta perception, tu sais. Ouais. Fait que, mais là-dessus, je pense qu'on n'aura pas le choix de mesurer. Puis il y a toujours le risque, tu sais, avec des mesures. Tu sais, il y a du monde qui viennent fou avec ça. Tu sais, il y a du monde qui capote parce que, shit, j'ai pas atteint mon score habituel. Tu sais, moi, je pense que c'est pas la mesure qui est la problématique. Tu sais, c'est la perception de cette mesure-là, puis comment on traite l'information. Tu sais, je pense que c'est ça qui est à travailler parce que, tu sais, une donnée, c'est objectif, là, c'est une donnée. Ouais. C'est pas bon ou mauvais, c'est juste un chiffre. T'sais, après ça, si tu te dis, moi, c'est une journée, j'ai tout essayé pour bouger plus, puis ça donne pas beaucoup, mais ça se peut que tu sois déçu. Mais la donnée, elle, est pas déçue. C'est juste ce chiffre-là, tu sais. On a fait le tour, je pense. Écoute, merci Maxime, on était à des places où je pensais pas qu'on irait, puis ça reste un sujet chaud, la ménopause, parce que c'est ça, c'est vécu émotivement, psychologiquement, puis tu sais, tu perds tes capacités ou t'as le sentiment qu'il y a quelque chose qui te glisse entre les doigts puis que c'est pas de ta faute. Puis, mais au même titre qu'une maladie peut arriver, quand tu as un enfant, tu peux pas bouger autant que tu veux. T'es prêt à la maison, là, tu sais, t'as un enfant, un bébé, tu sais. Fait que c'est une limite qui est mise. Puis je trouve ça intéressant d'avoir eu ton point de vue sur... Il y a quand même de l'espoir et on a quand même la possibilité... On peut grandir, on peut continuer d'évoluer, on peut se développer même dans cette condition-là. Puis l'approche
que tu vas avoir, la façon... La philosophie. Ouais, la philosophie, la façon dont tu vas le percevoir, que tu le vois d'une façon positive, d'une façon négative, ça va avoir un impact sur le reste du déroulement de ta journée, de ta semaine, puis de ta vie, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait démystifié ça, que c'est pas un qui cause l'autre nécessairement, c'est un ensemble de choses, d'accumulation, puis finalement, ça vient pas jouer non plus sur la motivation. Tu peux garder ta motivation, il suffit juste de commencer ou de recommencer à écouter des signaux de ton corps, puis d'évoluer avec lui, là. Tu sais, quand même, c'est un privilège. Tu sais, en termes de biologie, d'évolution, il y a peu d'espèces qui ont cette période de vie-là. Tu sais, moi, je pense que c'est quelque chose qui est à célébrer. Puis, tu sais, peu importe les théories sur le pourquoi de la ménopause, laquelle est vraie, laquelle est pas vraie. Moi, ce qui m'allume beaucoup, c'est vraiment la transmission de l'expertise du savoir aux plus jeunes. Tu sais, je pense que ça s'inscrit dans une certaine forme de tradition. Puis moi, je pense que s'il y a bien une vocation à la ménopause, ça serait ça. Tu sais, que vraiment d'aider. Puis on le voit chez les autres espèces que ça augmente la survie des petits quand les femelles ménopausées contribuent. Tu sais, fait que moi, je pense qu'on peut avoir ça aussi à l'échelle humaine, là, tu sais, que c'est une belle opportunité pour contribuer, là. Puis, j'ajouterais aussi que, tu sais, si une femme se définit par sa capacité à se reproduire, c'est limité. Il faut être capable aussi de se reconnaître comme personne, puis même comme femme, autre que sa capacité reproductrice, là. Oui. Fait que c'est le bon moment pour le faire. Mm-hmm. Vous avez tellement plus à apporter que juste ça. Ben, j'espère. J'espère, ouais. Mais c'est tellement beau, Maxime, comment tu le dis. Puis là, c'est quoi, je veux pas briser ton moment, mais pour vrai, moi aussi, je veux ça de ménopause. Ça a finalement l'air cool, tu sais. Mais j'aime beaucoup l'axe que tu prends, tu sais. Puis c'est tellement pas ce discours-là qu'on entend dans l'espace public. C'est tout le temps du arc, puis du ci, puis ouais, mais il y a moyen de le vivre autrement, puis de voir, tu sais, de profiter de cette période-là comme tu dis, d'une transition, puis de célébrer ce que tu peux encore rendre, ce que tu peux encore faire, là. Ouais. Mm-hmm. Ben, merci, Maxime. T'avais-tu quelque chose à plugger aujourd'hui? Ah, mon Dieu. Vite de même, non? S'il y en a qui veulent faire des mesures Ah ouais? d'activité physique, moi, c'est un service que j'offre et que je fais, là. Puis en plus, tu prends en compte si une femme est ménopausée ou pas, puis tu es capable de... Ouais, puis je pense avoir des données intéressantes, là, fait que c'est le fun là, pour les comparatifs, là, justement de savoir je bouge-tu assez ou je bouge pas, ou maintenant on peut le savoir, là, mais de plus en plus, moi, c'est la sédentarité là, qui est le cheval de bataille, que les gens réalisent pas la quantité de temps sédentaire qu'ils ont. Puis écoute, j'appuie. Pour ceux qui sont intéressés à le faire, je vous invite vraiment à parler avec Maxime. Tous les deux, on a fait le test de VO2 Max avec c'était fait avec rigueur et précision, puis ce qui est ressorti de là, j'ai trouvé ça phénoménal. Fait que non, c'est vraiment intéressant là, d'avoir ces données-là, je trouve. Merci. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque jeudi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.